Merci de nous rejoindre en enfer, s'il vous plaît. En l'enfer du jeu, c'est ce dont on va parler maintenant avec cette conférence consacrée à Fibre Tigre. Bonjour. Bonjour, alors je sais que tu m'avais dit que tu avais travaillé à la radio, on sent la voix de la radio, c'est vrai voilà, la fluidité, le petit ton Radio France un peu. Commence pas à me mettre la pression là. Non. Et oui, on se retrouve, j'ai l'impression que la chanson venait de s'arrêter et hop, tu reprenais, on se retrouve avec Fibre Tigre. Voilà. C'est toi qui vas parler. Cette conférence, elle a un objectif, c'est qu'à travers ton parcours, ta façon d'aborder ton travail, ta créativité, ton organisation aussi, on y viendra. On va essayer de trouver des éléments inspirants pour la vie quotidienne de chacun d'entre nous, et puis pour l'approche professionnelle qui peut être la vôtre. J'aimerais juste préciser quelque chose. Comme on a un peu de temps, un peu de rab. Moi, en fait, j'étais un des noms. Enfin, 360 possibles. C'est l'organisation on va dire, le travail ensemble de plusieurs entités. Et moi, j'ai été un des noms qui a été suggéré par UXREN, qui est une association, on va dire, qui est plutôt dédiée au numérique. Et effectivement, je travaille un petit peu dans le numérique. J'ai aussi une émission qui opère dans le numérique. Et entre autres, j'ai fait un interview dans un podcast qui s'appelle Nouvelle École, dans lequel j'expliquais à la fois mes méthodes de travail et mon approche sur le travail particulière. C'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Et Guillaume de XREN m'a dit ce serait cool qu'on en parle à 360 numérique, ça donnera un petit peu d'autres choses. Par contre, méfiez-vous sur le caractère inspirant des choses, de façon générale déjà, parce que chacun doit avoir sa voix, et de façon particulière me concernant, parce que j'ai une vie de luxe. C'est un cas particulier. Ouais, non, c'est pas ça, mais j'ai la chance, enfin, prendre les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est un peu un luxe. Et c'est aussi un petit peu dangereux. Voilà. Donc je ne dis pas faites comme moi. Je dis vous pourriez éventuellement faire comme moi si un jour vous avez bien vécu, et voilà. On va prendre inspirant au sens peut-être le plus large possible, en se disant picorer, peut-être essayer de trouver des idées ou des façons de faire. On va commencer par parler de toi. Tu vas nous parler un petit peu de toi. D'abord, ce nom. C'est quoi ce nom, Fibre Tigre ? C'est un nom qui a été choisi complètement au hasard par ma Xbox, par ma console de jeux vidéo. C'est vrai ça ? Quand on achète une console de jeu pour la première fois, vous êtes obligé de créer un compte en ligne et à trouver un nom. Et si vous n'avez pas d'idée de nom, il peut vous en générer un. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai pris ce nom au hasard et je me suis dit ce serait bien d'avoir des amis pour jouer sur la Xbox. Donc du coup, j'ai commencé à créer un storytelling fictionnel autour du personnage Fibre Tigre en disant regardez, il m'arrive ça dans ma vie, je suis sympa. Et ça a un peu débordé finalement puisque c'est devenu mon nom d'auteur et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est amplifié, on va dire. Et ce nom-là, c'était le premier qui t'a été proposé ? Non, il y en avait deux. Il y avait Fluo Tondo aussi, mais j'ai préféré Fluo quoi ? Fluo Tondo. Tondo, c'est une forme de tableau rond italien. Mais bon, c'est juste pour j'ai gardé Fibre Tigre parce qu'il y avait tigre dedans, mais j'ai pas d'affinité avec les tigres. Alors c'est drôle parce que quand j'ai navigué un peu sur internet pour essayer de voir qui tu étais, je me suis dit ça doit être un fan de William Blake, qui est un poète anglais, parce qu'il a un poème qui commence par tigre, tigre, et je me disais voilà, un poète, c'est sans doute un poète, mais pas du tout. Non, en fait, je connais un petit peu William Blake parce que j'étais dans le milieu de façon périphérique dans le milieu de la typographie, et ils ont un peu travaillé là, et ils ont fondé les pré-raphaélites aussi. Enfin, ce qui est intéressant dans la vie de William Blake et qui peut nous inspirer nous en 2019, c'est que c'est quelqu'un qui a dit à un moment on arrête de travailler à l'ancienne et on essaie de faire des choses nouvelles tout en nous inspirant des classiques, et c'est une démarche qui est assez intéressante que j'aimerais que les gens fassent dans le jeu vidéo par exemple. Voilà. Et il y a un autre point commun avec William Blake, c'est que William Blake, il était multicasquette. Oui. Il était peintre, et il était poète. Il a fait des tapisseries, je crois, j'en suis pas sûr. Mais une tapisserie, j'ignorais. je crois que c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc ce côté, je touche à tout, je m'interdis rien, tous les supports de ma créativité sont potentiellement intéressants. C'est quelque chose qu'on retrouve chez toi ? C'est des noms un petit peu ambitieux. En fait, à la base, ma spécialité, ma grande spécialité, c'est la fiction interactive. Et donc,
par conséquent, je peux raconter des histoires. Et quand on raconte une histoire, on a plusieurs supports. Et en fait, il y a des histoires qui marchent vachement mieux en BD. Parce qu'il y a du séquençage, il y a de l'ellipse possible, il y a du visuel, il y a des choses qui peuvent être faites globalement et microscopiquement. Des fois, ça marche mieux comme un conte de fées, des fois, ça marche mieux comme un jeu vidéo aussi, parce que c'est propice à l'interactivité. Effectivement, ça nous permet de... On a un stock d'histoires, comme les joueurs d'échecs ont des stocks d'ouverture. Et à un moment, on a des clients qui nous proposent, ils nous disent, voilà, t'as pas une idée pour storyteller tel produit, par exemple. Ah ouais, j'ai quelque chose. Et effectivement, de loin, on pourrait dire, là par exemple, en mai, j'ai à la fois sorti une bande dessinée et un jeu vidéo. On pourrait dire, waouh, c'est super hétérogène. En fait, vu de mon secteur d'activité qui est de raconter une histoire, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc tu arrives à te définir comme un créateur d'histoire, c'est comme ça qu'on peut te définir. Si vous voulez une bonne histoire, j'en ai toujours une. T'en as plein. Ouais. Alors, par contre, comme je l'ai dit, le support n'est pas toujours bon. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, j'ai une super histoire, je commence à vous la raconter, vous dites, franchement, elle n'est pas géniale son histoire. C'est parce que parfois, elle est beaucoup mieux à l'écrit et parfois, elle est beaucoup mieux visuellement. Et racontée simplement, elle n'est pas excellente. Voilà. Ces histoires, on les retrouve dans la BD, on les retrouve dans les romans, on les retrouve dans les jeux. Tu fais aussi de la télé, puisque tu es chroniqueur. Alors, série télé, podcast, c'est un podcast audio. Voilà, et je fais quelques podcasts audio. La série télé, c'est compliqué. Ce qui est bien avec la télévision et l'audiovisuel en général, c'est que c'est des métiers assez vieux, donc ils sont très normés. Donc c'est un peu une armée. C'est-à-dire que tout le monde est à sa place, contrairement aux jeux vidéo où c'est une foire d'empoigne et tout le monde... Vous savez, vous allez avoir beaucoup de gens inspirants sur cette scène qui vont vous dire la méthode agile, faut tous participer à l'ensemble du projet commun. Dans le jeu vidéo, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire sur quelque chose et je peux vous dire que quand vous arrivez dans l'audiovisuel, à la radio, où la personne qui doit lire le texte ne fait que lire le texte, c'est quand même très très bien. Voilà, c'est bien d'avoir un petit peu d'ordre parfois dans la création. Voilà. Tu as quand même un parcours qui est assez atypique parce que la plupart des artistes, des créateurs, ont tendance à choisir un support et à s'y tenir. J'aimerais bien que tu nous racontes comment t'en es venu à cette multiplicité de supports. Ton histoire à toi, ton point de départ, c'était où ? En fait, comment dire ? Effectivement, il y a des métiers qui sont très difficilement pénétrables et en plus, il faut un network. L'audiovisuel, typiquement, si demain vous voulez faire une série pour Netflix, c'est pas en vous levant le matin avec une idée de génie que vous y arriverez, même si votre idée elle est vraiment très très bonne, parce que il y a des règles internes, à savoir par exemple dans l'audiovisuel, il faut d'abord que vous ayez un diffuseur, par exemple TF1 ou Netflix, qui disent cette idée est bonne, banco, si vous trouvez un producteur, je vous la produis. Et le producteur ensuite va solliciter des fonds, par exemple publics du CNC, et va vous produire la série qui va être enfin diffusée grâce à l'aide du diffuseur. Donc déjà, il faut connaître tous ces intervenants, il faut les connaître personnellement, qu'ils aient confiance en vous, en votre talent, et en plus que tout clique à n'importe quel moment. Et même si tout est... voilà, et pour que ça passe, c'est compliqué, et en plus il y a toute une dose de network, d'entre-soi qui fait que c'est pas très fluide. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai cette chance-là de travailler dans le jeu vidéo, et je vous le dis, si effectivement votre but c'est d'être graphiste, musicien, dessinateur ou créateur ou raconteur d'histoire dans le jeu vidéo, aujourd'hui en 2019 vous avez encore cette possibilité de dire je veux le faire et je peux le faire, surtout à Rennes, parce qu'en France vous avez Atlan Game et vous avez aussi le CNC qui vous finance de façon assez libre, et vous avez le Stunfest qui est un support, un tremplin fantastique, donc vous êtes vraiment dans une région qui est propice à ça, effectivement, et vous pouvez avoir, et encore, moi j'ai ce problème-là, je l'ai de moins en moins, vous pouvez avoir aussi une vision d'auteur. C'est-à-dire que vous pouvez dire, moi, je rêve de faire un jeu vidéo qui va parler de ça et qui va dire ça. Et on va dire à 90%, vous avez une grande liberté d'expression, ce qui n'existe pas dans la plupart des secteurs d'activité. C'est-à-dire demain, une série télé de genre. Aujourd'hui, il n'y a plus de films de genre qui sont produits en France. Pourquoi ? Parce que effectivement, il faut avoir la fameuse lettre du diffuseur de TF1. Et TF1, il ne va pas produire une série qui ne peut pas diffuser en prime time. Donc, il va pas faire un John Carpenter, par exemple. Donc, du coup, il y a ces problèmes de censure qu'on a aussi sur les stores en jeux vidéo. Excusez-moi de déborder un peu. J'entends très bien donc, que certains secteurs sont déjà plus verrouillés que d'autres, mais je n'ai pas la réponse à ma question. Comment toi, t'en es venu à diversifier tous ces supports que tu utilises ? Aujourd'hui, avec Internet, on peut... en fait, en 2008, il s'est passé quelque chose de très important. Il y a une crise économique.
vous le savez. Et il s'est passé quelque chose que les industriels ont commencé à plonger. Ce qui fait que les petits, qui n'avaient pas trop de pétrole, mais en tout cas ils avaient des idées, ils ont commencé à exister. Il s'est passé quelque chose de très important dans le monde du jeu vidéo en 2008 en tout cas, c'est qu'en fait Apple, l'App Store, a dit si vous mettez un jeu vidéo sur l'App Store, vous pouvez le vendre. Monsieur Dupont, qui est à Rennes, il fait son jeu vidéo, il le met sur l'App Store, il vend. Et un autre magasin qui s'appelle Steam, même chose, vous mettez votre... Ce qui est inimaginable, c'est-à-dire qu'avant, vous faisiez un jeu, il fallait aller voir la Fnac, il fallait le mettre dans une boîte, il fallait aller voir la Fnac et leur dire ça vous dirait de vendre mon jeu. Et ça se trouve, le mec disait non. Et il fallait faire ça avec toutes les Fnac. Ce qui est le cas de tous les produits du monde. Et là, effectivement, on avait cette absence d'intermédiaire. Je vais répondre à ta question. Il y avait cette absence d'intermédiaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le créateur, il était face au consommateur. Et ça, aujourd'hui, vous avez ça dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que si Twilight a été possible, c'est parce qu'il y a une nana, pas Twilight, 50 nuances de gris, qui a été possible, c'est parce qu'un jour, il y a une nana qui a dit « Tiens, je vais écrire une fanfic sur Twilight », qui a écrit 50 nuances de gris, qui l'a mis sur Wattpad, qui est un site de fanfic, enfin de fiction disponible pour tout le monde, et ça a eu un succès énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu cette absence d'intermédiaire aujourd'hui, parce que l'éditeur, c'est un tremplin fantastique pour beaucoup d'œuvres, mais c'est aussi un mur pour beaucoup d'œuvres. Voilà. Parce que c'est des gens qui prennent des risques financiers. Et la nouvelle économie, dont on nous vend les mérites et les dangers depuis très, très longtemps, c'est aussi cette absence d'intermédiaire qu'on avait on va dire, du créateur au distributeur, et qui a changé aussi la donne. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo notamment, la presse, c'est-à-dire les prescripteurs, sont de moins en moins des professionnels indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un article dans Le Monde sur un de mes jeux vidéo, ça va pas faire des ventes. Tandis que si j'ai un streamer rigolo, Zerator, Mister MV, vous les connaissez pas ou vous les connaissez, qui parle de mon jeu, j'ai des ventes qui tombent en direct. Et ce sont des humains comme vous et moi. Ou si moi-même, je parle de mon jeu sur Internet et que je suis connu, bah, je vais vendre mon jeu. Voilà. Et donc en 2008, ta vie a changé, c'est ça ? Alors elle n'a pas changé en 2008 parce que j'avais un autre secteur d'activité, mais effectivement en 2011, j'ai arrêté mon activité à l'ancienne. Qui était, c'est quoi l'activité à l'ancienne ? J'avais une entreprise classique avec des salariés et j'ai arrêté et j'ai dit maintenant je fais ce que je veux. Voilà. Et je sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, mais à partir du moment où on se dit j'arrête d'être dans ce système, d'être employé ou d'être employeur et d'être propriétaire à tout prix, et je fais vraiment ce que je veux, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, ne serait-ce que parce que tout d'un coup on est super puissant. Les gens disent mais waouh, il fait ce qu'il veut, et donc il doit être quelqu'un d'intéressant. Voilà. T'as arrêté et tu venais de ce milieu-là, de l'entrepreneuriat. T'as fait une école de commerce ? Non, pas du tout. Je fais une école d'ingénieur. Ingénieur, pardon. Ingénieur bâtiment. Je peux vous calculer une poutre si vous voulez. Ouais. Oui, j'y penserai. Merci. Ouais. Mais l'entrepreneur, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre, je pense, dans les séminaires de 360 possibles. J'ai vu des slides là-dessus. Il faut. Mon conseil par rapport à ça, c'est que méfiez-vous de l'entreprise. C'est un outil. C'est comme un tournevis. C'est-à-dire que vous avez une activité qui est cool, vous allez avoir des flux financiers. Bah, vous pouvez faire une association, vous pouvez faire une entreprise, vous pouvez monter un business model. Mais tout ça, c'est des petits outils qui ne doivent pas du tout être votre raison de vivre. C'est-à-dire, ne devenez pas les... Comment ça s'appelle ? Vous savez, il y a le salon de l'entrepreneur à Paris. On voit des quarantenaires qui sont comme des zombies, qui rêvent de monter leur entreprise et qui, toute leur vie, ont été sous la férule d'un patron. Et qui, pour eux, leur projet, c'est d'avoir une entreprise. Bah non. Votre projet à vous, ça doit être de kiffer ce que vous faites, quelle que soit cette activité-là. Et effectivement, parmi les moyens que vous allez déployer, c'est-à-dire avoir du temps libre, avoir des outils de travail, etc., vous allez aussi faire de la compta et créer une structure sociale. Mais ça ne va pas vous prendre plus de temps que ça. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises dont je fais la compta personnellement. Ça me prend 1 heure le samedi. Voilà. Et ce sont des entreprises qui tournent bien. Donc, c'est des outils. Voilà. Tu as eu le sentiment de continuité en 2011 quand tu as arrêté ? C'était ou est-ce que c'était un saut dans la piscine ? J'ai arrêté toutes mes activités et à partir du moment où j'ai dit je suis libre, je peux faire ce que je veux, du jour au lendemain j'ai eu des propositions mais incroyables. C'est-à-dire on m'a proposé de rédiger des articles sur technologique dans une version française de The Verge qui allait sortir. J'ai rencontré des gens de Radio France et vraiment alors que je n'étais pas connu du tout. C'est juste que, comme tout d'un coup, on a beaucoup de temps libre
pour expérimenter. Et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, la recherche et le développement personnel. C'est-à-dire, on est tous sous la direction d'une horloge qui nous dit quand nous lever et quand faire quoi. Et à 18h, il faut arrêter. Voilà. Quand on casse un peu ces barrières et qu'on se dit pourquoi ne pas faire ça, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Et je ne fais que refuser de l'emploi. Voilà. Donc, tu as fait le bon choix. Bon, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est difficile de dire. Je me garde d'influencer les gens parce que je serais très triste que quelqu'un me dise j'ai fait comme toi et ma vie est devenue un enfer. Bon, Donc, on va commencer par les mises en garde parce que tu es sans doute trop modeste pour le dire, mais ça marche bien, si tu l'as dit, ça marche bien. Donc on va faire les mises en garde. Tout le monde ne peut pas être fibre-tigre, d'accord ? La vie de fibre-tigre, tout le monde ne la vivra pas. Mais dans ces mises en garde, qu'est-ce qui fait qu'à ton sens ça a fonctionné ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces opportunités, ces propositions que tu as pu développer la première chose, c'est que toutes ces choses. On est dans j'espère que vous êtes dans des métiers nouveaux. C'est-à-dire que demain, vous allez peut-être décider d'être, disons, streamer, ou vous allez être rédacteur web, disons, ou même il y a une nouvelle forme de web qui va arriver, et vous allez devenir développeur dans cette nouvelle forme de web. Et déjà, on a un problème en France, c'est qu'on cherche absolument la validation par les diplômes. Et n'essayez pas de dire, moi, vous voulez être développeur de jeux vidéo, et beaucoup de gens me disent, je vais être développeur de jeux vidéo, je vais faire cette école et dans 5 ans j'aurai le diplôme. Non, commence dès ce soir, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je vous le dis, si vous avez des enfants aussi, ça n'a aucun sens d'aller dans une école de jeux vidéo. Le diplôme n'a aucun intérêt. Par contre, si vous passez 5 ans à faire des jeux, vous en faites un par un et vous arrivez et vous dites, moi j'ai fait 5 jeux, tout de suite vous trouvez un emploi. On est dans tout ce qui est dans les métiers modernes. Ne cherchez pas de validation autre que ce que vous faites vous-même. Vos expérimentations, que ce soit des échecs ou des réussites d'ailleurs. Si c'est des réussites, vous n'aurez pas de problème. Mais expérimentez, travaillez, investissez-vous pragmatiquement le plus tôt possible. Développez votre propre expertise personnelle et surtout, ne perdez pas de temps. Allez à l'école. Dans les écoles de jeux vidéo, il y a des mecs, ils en savent pas plus que vous en fait, puisque c'est des métiers qui ont moins de 40 ans. Donc personne n'a d'expertise. Dans le web, c'est pareil. Personne n'est expert web de plus de 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc ne perdez pas de temps déjà à avoir une validation personnelle. Effectivement, et sans arrogance ni humilité, vous dites voilà, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et effectivement, tous les gens vont regarder votre travail, ils vous disent tiens, c'est intéressant, j'ai envie de faire la même chose, on peut travailler ensemble, voilà. Donc soyez dans ne cherchez pas de validation, ça c'est important, je pense, voilà. Et ne cherchez pas aussi à vous positionner dans la légitimité, voilà. Donc il faut y aller franco, il ne faut pas avoir de barrières. C'est facile quand on est un mec, hein. C'est-à-dire, moi, en tant que mec, moi je dis ouais, regardez, j'ai fait ça, voilà. Et les filles ont plus de mal. Alors moi, un de mes trucs, c'est que j'ai un pseudonyme. C'est-à-dire que... Féminin. Non, Fibre Tigre, j'ai un pseudonyme masculin. Je crois que tu en avais un autre que tu non, je suis tellement fibre... Non, mais du coup, c'est pas mon vrai nom. Du coup, effectivement, parfois, par exemple, on se dispute avec mon associé, on se dispute avec un prestataire, et je lui dis, t'as qu'à dire que Fibre Tigre, il trouve que t'es un sale con. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment moi. Donc, je fais pas de peine. Enfin, je peux toujours m'excuser. Enfin, je peux jouer beaucoup avec mon pseudonyme. Et, donc, ça te libère. Ça me libère aussi de ma parole. C'est-à-dire que je peux dire des choses folles ou arrogantes, ou dire, regardez, ce qu'il a fait Fibre Tigre, c'est quand même génial. Mais si je disais mon vrai nom, ce serait compliqué quand même. Donc, du coup, ce pseudonyme, ça m'aide. Et aujourd'hui, on est aussi dans une culture du pseudonymat, qui est pas de l'anonymat, c'est un peu différent. Du pseudonymat, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire son vrai nom dans les événements particuliers. C'est pas toujours jugé très positivement d'ailleurs de se cacher derrière un pseudo. Eh ben, c'est intéressant parce que pour moi, c'est mon détecteur à con. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui insiste vraiment pour avoir mon vrai nom, je sais que je travaillerai jamais avec lui. Voilà. Et c'est tout de suite. Plus je vais haut, c'est-à-dire que quand on travaille avec des gens vraiment à haut niveau, même au gouvernement, par exemple au CNC ou ailleurs, s'ils vous demandent, enfin, ils ne vous demanderont jamais votre pseudonyme. Ils l'accepteront totalement. Plus vous travaillez avec des gens inintéressants, plus ils vont creuser, mais c'est quoi ? Pourquoi il cache son nom ? Je comprends pas. Ce sont des gens de la vieille école, on va dire. Voilà.
Ok, donc on a entendu les conseils. 1, ne perdez pas de temps dans les écoles, faites, agissez. 2, prenez-vous un pseudo et C'est ça va possible, vous hein, vous êtes pas libérer. obligé. Mais il y a aussi autre chose dans ta façon de travailler qui est assez caractéristique. Assez souvent, quand on est créatif, on se préoccupe pas trop des questions d'efficacité. Je crée, donc l'efficacité, l'organisation, tu parlais de la compta, tout ce qui est matériel, on s'en préoccupe pas trop. C'est pas du tout ton cas. Tu revendiques que tu es créatif et efficace. Non, enfin, il faut déjà si vous voulez devenir un bon écrivain, ce que je vous conseille pas parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent, mais enfin sauf dans le jeu vidéo on gagne beaucoup d'argent. Si vous voulez devenir un bon écrivain, il n'y a pas 10 000 façons, il faut écrire. C'est-à-dire qu'il faut écrire au kilomètre. C'est-à-dire que votre premier million de mots ou vos premiers 5 millions de mots ne sont pas très bons. Mais après, vous allez commencer à développer votre style, vos formules. Il faut lire aussi beaucoup, il faut recycler. Donc la production, c'est essentiel. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire, moi je travaille dans la qualité, vous produisez un haïku tous les mois, parce que malheureusement, le labeur, ça crée une forme de talent. Ensuite, quand on crée quelque chose, en tout cas quand je donne des cours parfois à des professionnels pour créer des bons jeux vidéo, et je leur dis, mais ça marche pour n'importe quoi autre que le jeu vidéo, je dis, pensez votre futur jeu vidéo, pensez comment les gens vont le vendre, pensez comment il va être prescrit. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez créer un jeu vidéo, il va sortir dans 5 ans, mais qui va dire ce jeu vidéo est bien? Si on était en 2005, j'aurais dit c'est la presse. C'est en 2005, c'est-à-dire en 2010, la presse va dire du bien de nous. Si j'étais en 2008, donc le jeu sort en 2012-2013, je dirais les youtubeurs vont dire du bien de nous. Aujourd'hui, c'est plutôt les streamers, et encore, il y aura peut-être autre chose après les streamers. Et donc du coup, aujourd'hui, quand on produit quelque chose de numérique, il y a un besoin de le communiquer au jour zéro de sa production. C'est-à-dire que vous produisez une image, un texte, tout de suite il faut faire un tweet, un compte Twitter associé, éventuellement il faut streamer vos séances de travail, parce qu'en fait il n'y a pas meilleur vendeur que le créateur. C'est-à-dire que les gens vont commencer à vivre la création de votre objet, ils vont être captifs de votre effort de création, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont adhérer, ils vont être eux-mêmes des prescripteurs, des défenseurs, et surtout des acheteurs de votre produit. Et donc, la dimension d'efficacité, elle arrive au fait que vous vous connectez, vous commencez à travailler et à streamer pour montrer aux gens votre travail, et vous n'allez pas rien faire. Vous êtes obligé de faire. Vous êtes sur la scène du théâtre à dire voilà, je vais vous peindre un tableau et vous allez voir ce que c'est. Et donc effectivement, il y a une dimension de performance et de production qui est importante. Et ça, faut pas. Voilà, elle est nécessaire. Voilà. Elle est intrinsèque. La production est intrinsèque pour que tout fonctionne bien. Voilà. Vous pouvez le mythe du poète qui se cache dans une caverne et qui arrive 3 jours après en disant mon poème c'est le plus beau du monde, ça n'existe plus. En tout cas, ça peut exister si vous êtes chez Gallimard et que vous êtes un ancien prix Nobel, et encore, je suis pas sûr que vous fassiez beaucoup de ventes, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Voilà. Ça, c'est l'un des premiers trucs, des premiers cheat codes pour l'efficacité. Communiquer ou un peu plus largement, mais tu en as d'autres. Il y a d'autres éléments de règles que tu as mis en place. Moi, je dis toujours, on communique jamais assez. C'est-à-dire, par contre, il y a beaucoup de chefs. Si vous êtes chef de production, vous serez souvent. Les chefs de production sont souvent contrôle fric sur la production et sur la communication. Moi, je suis assez. Je suis toujours en opposition. En fait. Dans les grosses boîtes de jeux vidéo, je ne vais pas les citer, mais il y a une boîte bretonne de jeux vidéo immensissime qui est sur le monde entier. Bon. Elle attend, un projet sur 6 ne sort pas. Voilà. C'est-à-dire que vous allez, je dis 1 sur 6, c'est peut-être cette stat est fausse, mais en gros, il y a des projets sur lesquels des gens de bonne volonté travaillent, mais ce projet ne sortira jamais parce que il n'a pas le standard de qualité où les étoiles ne sont pas propices. Et dans ce cas-là, effectivement, le jeu ne va pas être communiqué, ni sa vie, ni sa naissance, ni sa mort. Donc on a des cycles de vie qui se passent en obscurité totale. Et c'est pour ça qu'il y a un contrôle sur la communication qui se font dans les grosses productions. Moi, je suis opposé à ça, mais parce que je trouve que c'est très important. Dans sa création, le produit culturel a une vie aussi importante que dans sa consommation.
Voilà. Donc avoir une communication dès le départ, en continu, assurer la visibilité de son travail, c'est un premier point. L'autre point, je l'ai dit tout à l'heure, tu es très organisé. Oui. Tu es très organisé. Je voudrais qu'on regarde une image que je suis allée piquer sur ton site, si on peut. On l'a pas, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Tu vas nous expliquer, c'est un tableau Excel, mais un tableau Excel extraordinaire, c'est ton organisation, ton emploi du temps. Tu expliques comment ça marche ? Ouais. Donc je suis seul chez moi. Je me lève quand je veux et je me couche quand je veux. Et si demain vous faites ça, vous aurez peut-être tendance à vouloir rien faire dans la journée. Et c'est compliqué parce que quand on n'a pas de patron, il faut quand même se motiver d'une façon ou d'une autre. Et du coup, moi j'ai une technique qui n'est pas extraordinaire, mais elle marche très bien et je l'utilise depuis 5 ans. Donc en gros, j'ai un tableau Excel et chaque jour, j'ai toutes les tâches que je dois faire. Comme un bullet journal, les gens font ça. Quand je fais la tâche, je la mets en vert. Quand je la fais pas, par fainéantise, j'ai pas envie de la faire, je la mets en rouge. Quand je la reporte à demain parce que j'ai des problèmes divers, je la mets en jaune. Et quand je la reporte à plus tard parce que c'est pas indépendant de ma volonté, par exemple, j'étais à 360 possible, ben, le festival est annulé, je le mets en mauve. Et en fait, je vois après, dans ma journée, s'il y a plein de vert, c'était une bonne journée. S'il y a plein de rouge, je me sens très coupable. Je joue sur mon émotionnel. Et donc, je m'y tiens. Et ça me permet de diversifier, de faire plein de choses de front. En fait, je travaille toute la journée, concrètement, vraiment intensément. Mais c'est pas rare de faire 6 projets de front. Et en fait, quand je fais un projet, ça me repose du précédent. C'est-à-dire que quand j'écris sur la BD, ça me repose du jeu vidéo. Et quand j'écris sur la série télé, ça me repose de la BD, et ainsi de suite. Donc je consacre 1 heure à l'un, 1 heure à l'autre. Donc du coup, je peux avancer. Il y en a que je travaille tous les 4 jours, il y en a que je travaille tous les 3 jours. Et donc j'ai ce système de report. Et à la fin de l'année, chaque année, je le rends public. C'est-à-dire, je dis, voilà, mon année, c'était ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs, des fois je suis malade, j'ai 3 jours de rouge total, c'est l'angoisse. Ou des fois je suis obligé de reporter des tâches, et du coup j'ai 27 tâches dans la journée. Et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Il y a des gens des amis à moi qui l'ont utilisé depuis, et qui trouvent que c'est un modèle efficace. C'est un peu de la gamification, parce que je suis dans la gamification de mon quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, je me donne des bons points quand j'ai envie de passer une bonne journée où il y a beaucoup de vert. Voilà. Alors, il y a 2 questions qui me viennent sur cette organisation. La première, c'est celle du contrôle. Tu dis tout de suite, parfois je suis culpabilisée si j'ai du rouge partout. Ouais. Tu es beaucoup dans le contrôle de ce que tu fais ? J'ai pas le choix, parce que si je ne contrôle pas les choses que je fais, personne ne le fera. Et je vais même dire autre chose, c'est que ai-je envoyé par exemple, Anne m'a-t-elle envoyé le mail, donc par exemple, donc ok, vert, c'est bien fait. Si tu me l'as pas envoyé, je le reporte à 3 jours, tu vois, indéfiniment tant que tu m'as pas envoyé le mail, tu vois, et je te renverrai un mail à chaque fois. Il y a des gens, je les harcèle régulièrement, par exemple, j'ai une assistante de production sur notre société de podcast qui s'appelle Qualité, qui s'appelle Sam, et moi, tous les 4 jours, j'envoie un mail à Sam et je dis, on en est où du planning ? On en est où du planning ? Et alors, en vrai, je lui envoie pas un mail agressif, je lui envoie un petit cœur, je dis, Sam, petit cœur, ça va bien le planning là ? Mais en fait, en vrai, j'ai ma tâche Excel implacable qui est là et qui ne la lâchera pas tant que ça ne sera pas avancé. Voilà. C'est comme ça. Et donc tu partages et on peut s'en inspirer. Chacun d'entre nous ici, tu bien nous sûr, laisses. pas de problème. C'est en open source. De toute façon, non seulement c'est open source, mais en plus c'est vraiment pas extraordinaire. C'est-à-dire n'importe qui peut le prendre et dire, oh, ce serait vachement mieux de faire ça et vous ferez. Moi, je change pas une formule qui marche. Donc, il est super simple et très facile. C'est vraiment un tableau Excel et effectivement un jeu de couleurs. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que comme tu dis, tu es tout seul, tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. Il y a énormément de connexions et d'imbrications entre ta vie pro et ta vie perso. Ouais. Et sur ta vie perso, tu utilises un outil ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Tu utilises un outil qui est utilisé par les jeunes filles qui sont branchées pour anticiper. Ah non, mais ça, c'était une anecdote. Non, j'ai un compte Clou. Vous voyez ce que c'est Clou ? C'est un truc pour suivre ses règles. C'est quand on est une fille. Et non, en fait, ouais, des fois. Pourquoi ça ? Des fois, alors ça marche aussi pour les mecs, Clou, à part qu'on n'a pas nos règles. Mais des fois, on a des jours où on n'est pas en forme. Parce que une fois de plus, quand on est salarié, qu'on doit aller au travail, on doit aller au travail quoi qu'il arrive. Et à part que des fois, on est triste. Des fois, on est tout le temps triste.
Des fois, on a plutôt envie d'aller au travail. Et là encore, c'est anecdotique, c'est pas trop. Mais effectivement, je voulais monitorer mon humeur, parce que l'idée, c'est d'être heureux tout le temps et d'essayer de comprendre si c'était cyclique. Et donc, j'utilise Clue. Voilà. Et ça marche bien. Et effectivement, les humeurs des hommes sont cycliques, c'est-à-dire que moi, tous les 30 jours, je suis pas la forme. Voilà. Mais c'est drôle parce que c'est aussi de l'outillage pour suivre son emploi du temps professionnel, mais suivre sa vie perso aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'Excel, je note mes journées. J'ai aussi, alors je publie pas un journal intime parce que les gens qui l'ont lu m'ont dit ne le publie pas, c'est trop triste. Voilà. Tu publies pas, mais t'en écris un. Ah ouais, il y a une case effectivement dans laquelle je dis ma journée, il s'est passé ça, bien, pas bien, voilà, pour que je puisse comprendre avec le recul pourquoi j'ai pris certaines décisions. Trop triste. Et par contre, ce qui est bien, c'est que si vous me dites mardi 28 février 2011, tu faisais quoi, je peux vous le dire. Je peux vous dire heure par heure ce que je faisais. Là, il n'y a aucun problème, j'ai toutes mes archives. Voilà. C'est quoi ton rapport au temps pour être aussi organisé, aussi rationnel? Alors déjà, moi, ce qui est... Je sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, le dimanche soir, avant, j'avais l'angoisse de ouf. Ça vous arrive ou pas? Vous t'angoissez le dimanche soir un peu? Vous avez le blues, hein? C'est dur le dimanche. Eh ben, j'ai dit, comment faire pour ne pas avoir le blues du dimanche soir? Et moi, mon idée, c'était de faire du week-end des jours comme des autres. Voilà. C'est-à-dire que je travaille. Enfin, pour moi, si j'avais pas d'interaction avec le monde extérieur, je me lève le matin quand je veux, je fais ce que je veux de la journée, je me couche quand je veux, qu'importe si c'est un lundi ou un dimanche. Je le sens bien parce que j'ai quand même beaucoup moins de coups de fil le samedi-dimanche. Le samedi-dimanche, je peux travailler tranquille. Mais effectivement, donc du coup, rapport au temps est le suivant, c'est-à-dire j'essaie déjà on va dire, de faire du dimanche un jour qui n'est pas extraordinaire, parce que en plus le dimanche, tout est fermé, on se fait grave chier. Je veux dire, vous pouvez pas aller à la Fnac le dimanche. Donc autant bosser. Autant bosser le dimanche et aller à la Fnac le lundi ou au cinéma, où il n'y a personne au cinéma justement. Donc effectivement, l'idée c'était d'essayer d'anéantir le rapport de souffrance qu'on a au temps. Et d'ailleurs, la société Qualité, dans laquelle je suis, qui fait des podcasts, elle fait aussi 2 fois par an, vous êtes cordialement invités si vous voulez, un camp de déconnexion totale. Donc on part dans un endroit où il n'y a pas d'internet, on donne nos téléphones portables et nos montres à l'entrée, et on n'a pas d'équipement technologique avec nous. Et notamment, on n'a pas de montre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on sait l'heure qu'il est. C'est que pour les geeks. C'est des geeks qui viennent. Non. Vous pouvez venir en étant pas geek, mais effectivement, on a plus de chefs de projet web que de boulangers. Hein. Mais effectivement, ne plus avoir l'heure, s'il y a des choses très étranges qui arrivent. C'est-à-dire que tout le monde se lève une fois la nuit. Et vraiment, on se lève, genre on va marcher, on discute. Il est quelle heure? On sait pas. Je sais pas si c'est 23h ou 5h du matin. Voilà, on se lève, donc on fait 2 nuits par nuit. Et ça nous arrivait de pas manger certains jours. Parce qu'on se lève le matin, on n'a pas faim, on va en rando, le soleil s'est couché, on n'avait pas faim. Et donc du coup, effectivement, on se rend pas compte à quel point, tiens, il est midi, il faut que je mange. Pourquoi? Et voilà, c'est des choses un peu étranges. Mais là, on a une génération qui va s'affranchir du temps. Je veux dire, le simple fait qu'on parle plus de Netflix que de France 3 aujourd'hui, ça montre qu'on veut consommer, par exemple, des produits culturels quand on veut, plutôt qu'à heure fixe. Voilà. Fibre Tigre est libre de la vie de salarié, on a compris, libre dans son emploi du temps, son organisation, dans son rapport avec le temps, libre mais pas isolé. Est-ce que tu travailles forcément avec d'autres personnes? C'est quoi les relations de travail quand on a cette organisation? Alors c'est assez dur, mais par contre c'est assez. Ça devient commun aujourd'hui, mais il y a quelques années c'était particulier. C'est-à-dire que par exemple mon associé avec lequel je fais des jeux vidéo, on fait des jeux vidéo, c'est des entreprises qui durent plusieurs années. Je le vois, je sais pas, une fois tous les 4 ans. Physiquement, je le vois une fois tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'il est à Lyon, moi je suis dans l'Est de la France. Tous les 4 ans? Ouais, je le vois une fois tous les 4 ans. Mais on n'a pas besoin de se rencontrer. Enfin, il y a deux... si demain vous voulez monter votre entreprise, il y a une grande illusion que les gens ont, c'est faut avoir des bureaux. Faut pas besoin avoir... Enfin, ça n'a aucun sens de payer 600 € un bureau si vous pouvez tout faire chez vous. Voilà. Simplement, effectivement, c'est compliqué de travailler de chez soi aussi. Mais moi, en tout cas, je travaille de chez moi. Ce qui me permet aussi de déduire de mes impôts une partie de mon loyer.
Ouais, je vous informe de ça. Ah oui. Et oui, prorata, enfin en tout cas toute la surface utilisée, voilà. Et ensuite la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a besoin de se voir, est-ce qu'il y a besoin de faire des réunions? Et j'ai jamais été aussi peu productif qu'en réunion physique, c'est affreux. Alors je suis obligé malheureusement d'aller à Paris pour rencontrer les gens en vrai, parce que sinon le business se fait pas à l'ancienne. Mais en vrai, j'ai des projets qui se font que par WhatsApp. Et ton associé, tu le vois une fois tous les 4 ans? Ouais, mais c'est pas grave. On s'appelle si besoin. Sinon, on a des outils comme Slack, comme Discord qui fonctionnent très très bien. Et la to-do, c'est ça. Le projet, c'est ça. On s'envoie les dossiers. On n'a pas besoin de se voir en vrai. C'est possible grâce aux outils numériques ou tu penses que c'est plutôt une philosophie au départ? Surtout, la vie, c'est court et le temps, c'est précieux. C'est-à-dire, moi, je préfère largement kiffer 1 heure de ma vie à faire ce que je veux, à me balader ou à regarder une série ou à faire un jeu vidéo, plutôt que d'aller voir mon associé parce qu'il faut qu'on se voit. Ben non, il n'y a pas besoin qu'on se voit. Et du coup, lui aussi, il profite de sa famille, j'en sais rien. Donc ça, c'est les relations avec ton associé. Puis il y a les autres, les prospects, les clients, ceux qui viennent te chercher. Comment tu organises tout ce relationnel-là? Tout se fait... 90% de mes demandes entrantes se font par Twitter. C'est-à-dire, les gens m'envoient un message Twitter en disant vas-y, ça te dirait de bosser ensemble. Typiquement, Guillaume là, de UXREN qui m'a invité, c'était ça. Toi, je t'ai pas vu en vrai. Non. Voilà, on s'est appelé pour rigoler, mais en fait, en vrai, tout aurait pu se faire par mail. C'est vrai. Voilà. Je veux dire. Mais moi, j'aime bien appeler les gens. Ouais. Très bien, pas de problème. Et encore. Si non, tu mais veux. par contre, moi, je suis un peu vieux, mais les gens de la génération d'en dessous, 20-30 ans, sont des gens qui sont phobiques par rapport au téléphone. Et je les comprends, je déteste le téléphone. Parce que quand on nous appelle, c'est que pour nous donner des bonnes nouvelles. Votre mère est morte, il y a un huissier à la porte. Tandis que les trucs gentils, c'est un petit texto ou c'est oh, je passe à midi, tu fais une pizza. Voilà. Jamais on t'appellera pour dire une pizza. Donc en fait, le téléphone, c'est un truc de relou. Un peu de l'ancien monde, d'une quelque sorte. Mais il n'y a pas de problème, on s'est parlé, c'était très agréable. Écoute, pardon, je suis désolée, la prochaine fois, je te dis ça pour t'appellerai pas. non, mais par mail, et ce qui est cool aussi par mail, c'est que tu m'envoies un mail, et à 1h du mat', je viens de terminer un jeu vidéo, j'ai reçu un mail, je te réponds. Tandis que si tu m'appelles à 20h, je suis en plein jeu vidéo, ça me fait chier, c'est tout, voilà. Mais il y a ce côté, je rentre dans ta vie, et je te prends ta vie le temps que je veux. C'est affreux. D'accord, ok. Je me le tiens pour dit, je ne recommencerai plus. Ce sera un mail la prochaine fois. Non, mais c'est effectivement très caractéristique d'une façon de travailler qui se libère du temps. Oui, voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout quand on peut le faire de façon détendue, qualitative, autrement. Et en plus, tu vois, tu m'envoies un mail, je le reçois. Allez, je me pose, j'ai 1 heure, 1h30 pour y penser, et je te réponds 1h30 plus tard. Tu as une réponse super qualitative. C'est que si tu me parles au téléphone, je te réponds. Si ça se trouve, je serais pas très bon, tu vois. Donc il y a aussi l'instantanéité. Il y a plein de trucs qui vont pas dans le téléphone. Voilà. Non, mais d'ailleurs, je pense que les prochains smartphones, il y aura pas la fonction téléphone. Il y aura. Voilà, ça servira pas à grand. On fera tout sauf téléphoner avec. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est certainement ça. Voilà. C'est très intéressant, effectivement, sur l'organisation, effectivement, comment on peut se libérer du temps avec ces nouveaux outils et puis en échangeant de façon différente. Il y a un point sur lequel je voudrais que tu nous donnes une explication, c'est que quand on a beaucoup de projets, et tu es un entrepreneur, même si tu es un entrepreneur moins classique, on va dire, il y a quand même beaucoup de choses à intégrer dans son activité, beaucoup de connaissances, de savoir, de contraintes. Tu as parlé de compta, il y a beaucoup de choses administratives. Et ça, toi, tout seul, avec tous tes projets, avec tes entreprises, tu gères ça comment ? Tout est facile. C'est-à-dire que, Anne, si tu veux faire un jeu vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est un jour, pour citer cette personne-là, mais n'importe quel créateur de jeux vidéo vous dira, c'est le boss de BioWare, qui est une énorme boîte qui a fait des jeux comme Mass Effect. Il est venu faire une conférence à Paris. Il a dit, si vous voulez faire du jeu vidéo, vous n'avez aucune excuse. Il faut télécharger un logiciel qui s'appelle Unity, qui est gratuit. Vous commencez à travailler dès ce soir. Vous faites dès ce soir votre premier jeu vidéo. J'ai des étudiants, parfois, j'ai donné des cours. Je leur dis, vous ne savez pas coder, je ne veux pas le savoir. On télécharge un logiciel. Dans 1 heure, vous avez un jeu qui est fait. Aujourd'hui, les technologies n'ont rien d'hermétique. Il n'y a pas des gens qui s'appellent des professeurs qui déteignent le savoir, qui vont vous le distiller, qui ensuite vous donner un diplôme en disant c'est bon, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses juste en apprenant vous-même et en le faisant, et surtout en le faisant. Parce que
aujourd'hui, on a un besoin que les choses soient faites. Je vais donner un exemple. Google est intéressé par les développements de l'intelligence artificielle. Et là, ils ont des experts en intelligence artificielle qui font des choses fantastiques, mais ils ont besoin que des gens comme nous aient des idées du style « je vais utiliser l'intelligence artificielle pour organiser des événements comme 360 possible, pourquoi pas ?» Et du coup, pour susciter cette envie de travailler dans ce domaine-là, ils mettent à disposition des serveurs qui sont hors de prix. Et ils disent, un peu comme ils mettent à disposition gratuitement Google Maps, ils disent, vous voyez ce serveur qui est hors de prix, que vous ne pourriez jamais vous payer, qui a 85 gigas de RAM, ben vous pouvez l'utiliser gratuitement, il n'y a aucun problème. Faites votre heure. Mettez du contenu. Voilà, mettez du contenu, on va vous le voler, peu importe. Mais surtout, faites avancer le schmilblick. Et c'est la philosophie des choses. C'est-à-dire j'encourage les gens à fabriquer des jeux vidéo parce que, avant tout, je suis joueur et je veux qu'il y ait des jeux différents. Il y a une association en France qui s'appelle Women in Game qui promeut la présence des femmes dans le jeu vidéo. Et en fait, je vais vous dire très cyniquement, qu'il y ait plus de femmes dans le jeu vidéo, je m'en fous. Par contre, le discours de Women in Game est très intéressant. Ils disent, si des jeux vidéo sont faits à 51% par des femmes et que le directeur de la production est une femme, on va avoir des jeux vidéo tels qu'on ne les a jamais vus. Et ça, en tant que joueur, je suis très intéressé. Et je suis prêt à tout faire pour les défendre parce que je veux jouer à ce jeu qui est différent. Et on a besoin de gens qui construisent et pas de gens experts qui enseignent. Voilà. Et le reste ? Tu dis tout est facile, tout est accessible, mais et le reste, la vie quotidienne de l'entrepreneur game designer, c'est quoi ? L'entreprise au quotidien, une fois que vous avez monté votre structure sociale, ça consiste à émettre des factures et à payer les factures qu'on reçoit. Donc il n'y a pas simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je vous invite. Après, je suis pas là pour donner un cours d'entrepreneur, mais une fois que vous avez commencé une activité sans avoir d'entreprise, tout d'un coup vous avez des clients, vous êtes sur le point d'avoir de l'argent. Ok, vous allez vous appeler un expert comptable qui va vous dire monsieur, ça va vous coûter 1 000 € par an et vous créez votre structure sociale. Vous pouvez même le déléguer si vous voulez. Si vous avez envie de créer une société en France, vous pouvez le faire par internet, ça coûte genre 100 € et si vous créez une société offshore, c'est encore moins cher malheureusement. Donc vraiment, il y a l'entreprise, comme j'ai dit, ne considérez pas que l'administratif ne considérez pas que c'est un obstacle. On s'en fout, c'est rien du tout, c'est 1% de votre vie. Et après, l'entreprise, alors après, je dirais que quand on débute dans l'entreprise, dans les entreprises nouvelles, il faut beaucoup communiquer sur soi. Moi, 50% de mon effort, c'est le fait de communiquer sur moi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler. Enfin, comment dire ? Vous êtes bien sympathique, mais je vous connais pas. Pourquoi je suis venu ? Je suis venu de loin en plus, hein, et je suis pas payé pour être là. Je suis venu de loin parce que, en fait, je fais ma pub. Genre, vous allez partir, vous allez dire ah, j'ai rencontré ce mec, ton sens possible, il était marrant. Vous allez peut-être avoir mon nom. Si vous voulez une carte de visite, je vous en donne une. J'en ai porté plein. Vous voyez. Et ça fait partie de mon effort, de mes 50% d'effort de vie, de promouvoir de ma marque. Et ceux d'entre vous qui vont m'aimer, peut-être que vous allez acheter mes produits, et c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Voilà. Mais en fait, ce 50%, il n'est pas sorti de ma poche. Il est sorti, ce sont les budgets marketing des grosses productions. Aujourd'hui, quand Ubisoft sort un jeu vidéo, un Assassin's Creed, 50% de son budget, ça va être de la pub. Ça va être de la communication. Et c'est comme ça que ça marche, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup plus médiocre que ce que font d'autres personnes. Mais comme je fais cet effort de communication, je vais vendre plus que des personnes plus talentueuses. C'est la dure loi du monde de la communication. Voilà. Donc tu t'appliques cette règle, communiquer, passer de... Il y a un autre conseil que tu donnes, et ça m'a fait un peu rire quand j'ai découvert ça. Tu dis Paris, et en même temps, tu vis pas sur Paris. Mais pas par choix, malheureusement. Mais, et tu dis aux jeunes aux jeunes ou aux autres qui veulent y aller, après, ça dépend. À Paris. À Rennes, c'est vraiment cool. Il y a des... À Paris, le business est facile. Paris, tout est facile. C'est-à-dire que dans le monde de l'édition, dans le monde de la communication, littéralement, j'ai rencontré des gens dans la rue, des directeurs de télé ou de web TV, et je leur ai dit « Hey mec, tu m'invites pas ?» Et ils m'ont invité. Ça s'est passé comme ça. Donc,
En fait, c'est un peu comme quand on veut réussir avec de l'ambition dans les startups, il faut aller à la Silicon Valley, ou quand on veut réussir au cinéma, il faut aller à Hollywood. C'est pas un mystère. Les gens, enfin, je veux dire, à un moment, les producteurs de cinéma, ils vont aussi au Franprix acheter des courses. Donc, c'est là-bas qu'on les rencontre. Et malheureusement, être à Paris, c'est très injuste, mais c'est là que tout se passe. Et aujourd'hui, je vis plus à Paris, mais je suis à Paris 2 jours par semaine, uniquement pour rencontrer des gens. Uniquement pour rencontrer des gens. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore cette culture, qui existera peut-être un jour, de se rencontrer par Skype, voilà, et de faire des choses sérieuses. Il faut qu'on se rencontre pour sceller des choses. Voilà. Ouais, sur Skype, les rencontres au hasard à côté du rayon yaourt, ça se fait quand même moins facilement. Oui, et puis c'est... comment dire, il y a beaucoup de choses qui se décident dans l'urgence. C'est-à-dire, t'es sur Paris, ce soir j'ai besoin d'un mec comme toi, viens. Et effectivement, si t'es à Lyon, non, je peux pas prendre le train de 18h, voilà, c'est compliqué. Et là, Rennes, c'est pas loin de Paris. Et pourtant, le TGV, il est super long. Et voilà. Mais je rêve d'une société où on puisse travailler à distance. Déjà, ne serait-ce qu'écologiquement, ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Enfin, ce serait beaucoup mieux. Mais bon. Je garde en tête les recommandations que tu faisais tout à l'heure en commençant. Je ne suis pas un modèle, ce que tu nous as dit. Mais... attendant quand même, les choses sont très simples, à la fois en termes de liberté, d'organisation et même d'apprentissage pour faire du jeu vidéo. Avant de passer la parole à la salle, parce que vous avez peut-être certainement des questions, si tu devais résumer ta philosophie de vie et ta philosophie de travail, tu dirais quoi ? Et ayez toujours 6 mois de loyer devant vous. Ouais, toujours 6 mois de loyer sur votre compte. C'est-à-dire que, comme ça, vous pouvez dire à votre patron, je t'emmerde, et partir. Et vous êtes tranquille pendant 6 mois, ce qui est largement le temps de rebondir. Donc ça, c'est la règle numéro 1 de la liberté. Je vous invite à l'appliquer dans votre vie. Et aussi, n'hésitez pas à dire à votre patron ou à votre client, je vous emmerde. Voilà. Au moment où vous faites ça, au moment où vous vous séparez de la personne qui ne vous permet pas de vous épanouir, vous devenez plus fort, vous grandissez et vous devenez beaucoup plus sexy sur le marché du travail. Voilà. Donc, je vous invite à surtout ne soyez pas cette personne qui dit j'ai un caractère entier, j'ai des problèmes avec l'autorité. Mais si la personne vous empêche de développer des idées que vous pensez sincèrement bonnes, pour des raisons légitimes ou non, c'est que votre place n'est pas là. Donc, profitez-en. Vous avez aussi mal de loyer. Allez ailleurs et vous verrez que vous trouverez. Le monde est vaste, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens. Vous aurez toujours des opportunités de faire des choses. Voilà. De bons conseils. Merci Fibre Tigre. Merci Anne. Merci. Et puis bravo, je crois que ça s'applaudit.